En avril 1945, la chute de Berlin marqua l'effondrement définitif du Troisième Reich. Alors que les troupes alliées avançaient, Adolf Hitler se trouvait dans son bunker souterrain, entouré de chaos et de défaites. On dit que, dans un acte désespéré, le Führer se donna la mort. Cependant, des décennies plus tard, les circonstances exactes de sa mort demeurent entourées de mystères. Hitler s'est-il vraiment suicidé dans son bunker? Ou a-t-il réussi à s'échapper avant sa chute? Les théories entourant sa fin ont perduré et les doutes sur son destin continuent de susciter fascination et spéculation. Dans cet article, nous explorons les dernières heures de Hitler et les théories qui ont alimenté l'une des conspirations les plus intrigantes de l'histoire. La vérité finira-t-elle par éclater ou restera-t-elle un morceau de l'histoire non résolu? La jeunesse d'Adolf Hitler, du rêve d'artiste au leader totalitaire. Adolf Hitler, l'un des dictateurs les plus notoires de l'histoire, commença sa vie dans des circonstances modestes. Il naquit en 1889 à Braunau am Inn, une petite ville autrichienne à la frontière de l'Allemagne. Dès son jeune âge, il manifesta une personnalité complexe, marquée par une relation problématique avec son père, un homme autoritaire et distant, et une mère qui, au contraire, le couvrait de trop de protection, alimentant ses ambitions sans restriction. Dans sa jeunesse, Hitler rêvait de devenir artiste, une ambition qui le conduisit à Vienne. Cependant, sa carrière artistique ne décolla jamais. Il échoua 2 fois aux examens d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, ce qui lui causa une humiliation profonde et le plongea dans une amertume persistante. Ce rejet marqua le début d'une phase errante dans sa vie. Alors qu'il errait à Vienne, Hitler fut témoin de l'essor du nationalisme, et c'est là que ses idées commencèrent à se forger. L'atmosphère de la ville l'influença profondément, alimentant sa haine des Juifs et ses idées de supériorité raciale, des éléments qui deviendraient plus tard les fondements de son idéologie. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, Hitler, en quête de sens, s'engagea dans l'armée allemande. La guerre représenta un tournant, un conflit qui se termina par la défaite de l'Allemagne, laissant le pays dévasté et démoralisé. Pour Hitler, la signature du traité de Versailles en 1919, qui imposait de lourdes sanctions économiques à l'Allemagne, fut une humiliation qui le remplit de rage. Ce sentiment évolua en une théorie du complot accusant les Juifs, les marxistes et les traîtres politiciens allemands d'être responsables de la défaite du pays. En 1919, il rejoignit le Parti des travailleurs allemands, le précurseur du parti nazi. Grâce à son discours passionné et à sa capacité à manipuler les émotions du peuple, Hitler devint rapidement le leader incontesté du parti. Inspiré par le fascisme de Benito Mussolini, il mena en 1923 le putsch de la Brasserie, un coup d'État raté qui se solda par son emprisonnement. Bien qu'il n'ait pas réussi à prendre le pouvoir par la force, son incarcération ne fut pas vaine. Pendant son séjour en prison, Hitler écrivit Mein Kampf, son manifeste politique et autobiographique qui exposait sa vision d'un État autoritaire, son antisémitisme radical et son rêve de Lebensraum pour les Allemands en Europe. Après sa libération, Hitler changea de stratégie, cherchant désormais à accéder au pouvoir par des moyens légaux. Il promettait de restaurer la grandeur de l'Allemagne, d'annuler le traité de Versailles et de remettre le pays à sa place de leader mondial. À l'aube des années 1930, la crise économique mondiale frappe l'Europe et ses promesses d'une économie rétablie et d'une Allemagne forte résonnèrent auprès de millions d'Allemands désillusionnés. Au début des années 1930, le parti nazi devint le plus grand parti du Reichstag, bien qu'il n'ait pas de majorité absolue. En 1933, par une série de manœuvres politiques, Hitler fut nommé chancelier du Reich. À partir de ce moment-là, sa montée en puissance devint imparable. En quelques mois, Hitler consolida son pouvoir absolu. Grâce à la loi des pleins pouvoirs adoptée en mars 1933, le Parlement lui accorda des pouvoirs dictatoriaux, mettant fin à la République de Weimar et scellant le destin de la démocratie allemande. Rapidement, Hitler élimina tous ses opposants politiques. Les nazis interdirent les autres partis, détruisirent les syndicats et utilisèrent la Gestapo et les SS pour réprimer toute forme de dissidence. La propagande nazie, contrôlée par Joseph Goebbels, dépeignait Hitler comme un leader infaillible, le sauveur de l'Allemagne. En même temps, l'État totalitaire qu'il avait construit promouvait une idéologie de haine,
de discrimination et de violence centrée sur la pureté raciale, particulièrement contre les Juifs. À l'international, Hitler ne se contenta pas de reconstruire l'Allemagne. Ses ambitions expansionnistes étaient claires. À partir de 1936, il commença à violer le traité de Versailles. Il réoccupa la Rhénanie, annexa l'Autriche, l'Anschluss, et s'empara des Sudètes, une région de la Tchécoslovaquie peuplée de Allemands ethniques. Les politiques d'apaisement des pays occidentaux, en particulier de la Grande-Bretagne et de la France, ne firent qu'encourager ces désirs expansionnistes. Enfin, le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne, ce qui poussa la Grande-Bretagne et la France à déclarer la guerre, lançant ainsi la Seconde Guerre mondiale. Avec la tactique de la Blitzkrieg, le Troisième Reich occupa rapidement une grande partie de l'Europe. Cependant, le début de la guerre ne signifiait pas seulement une expansion territoriale pour Hitler, mais aussi l'intensification de ses politiques génocidaires qui culminerait avec l'Holocauste, un génocide qui marquerait à jamais son héritage. L'histoire d'Adolf Hitler, de sa jeunesse rêveuse à sa transformation en dictateur impitoyable, est le récit de la manière dont la haine et le désespoir peuvent alimenter le pouvoir absolu. Sa montée, fondée sur la manipulation, la violence et une idéologie extrême, a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'humanité, et la guerre qu'il a déclenchée a transformé le monde à jamais. Les derniers jours de Hitler, l'effondrement du Troisième Reich. Au début de 1945, la situation du Troisième Reich était désespérée. Ce qui avait été un empire expansionniste et imparable se désintégrait désormais sous la pression des avancées alliées sur les deux fronts. À l'Est, l'invasion allemande de l'Union soviétique, lancée en 1941 dans l'espoir d'une victoire rapide, s'était enlisée dans l'immensité de la Russie. La défaite allemande lors de la bataille de Stalingrad entre 1942 et 1943 fut un coup dévastateur, où plus de 800 000 soldats allemands perdirent la vie. La perte de la 6e armée marqua un tournant dans la guerre à l'Est, et à partir de ce moment-là, les Soviétiques avancèrent inexorablement vers Berlin. Pendant ce temps, sur le front occidental, l'invasion alliée du jour J en juin 1944 marqua le début d'une offensive imparable. Les forces alliées débarquèrent en Normandie, libérèrent Paris en août et poursuivirent leur avancée vers le cœur de l'Allemagne. Alors que les défenses allemandes s'effondraient et que les soldats de Hitler se replièrent, les Alliés commencèrent à encercler le Reich par l'Est et l'Ouest. En 1944 et 1945, la chute des villes allemandes et la destruction de leur infrastructure industrielle par les frappes aériennes alliées furent des facteurs décisifs dans l'effondrement final. Au début de 1945, la défaite de l'Allemagne semblait inévitable. Cependant, Hitler, en proie à une paranoïa grandissante et déconnecté de la réalité, refusa de se rendre. Dans son bunker souterrain à Berlin, entouré de ruines et avec les troupes soviétiques aux portes, le Führer restait attaché à sa vision d'une Allemagne victorieuse, bien que tous les signes indiquaient le contraire. La résistance allemande s'était réduite à quelques fronts, et le Troisième Reich était au bord de la destruction totale. Le combat qu'Hitler avait juré de mener jusqu'à la fin touchait à sa conclusion la plus amère et tragique. Les derniers jours dans le bunker, la dégradation de Hitler. À l'hiver 1945, la chute du Troisième Reich était déjà irréversible. Les Alliés, avançant par l'ouest, approchaient de Berlin, tandis que l'armée rouge appuyait de l'est. Avec les forces allemandes en position défensive et la capitale allemande sur le point d'être capturée, Adolf Hitler se réfugia dans son dernier bastion, le Führerbunker, un complexe souterrain conçu pour résister aux bombardements et protéger le Führer durant les jours les plus critiques. Le bunker, situé à plusieurs mètres sous la chancellerie du Reich, était un lieu fortifié et étouffant avec plus de 30 pièces. Ses épais murs en béton, d'une épaisseur de 6 pieds, et une série de tunnels reliant d'autres bâtiments gouvernementaux à proximité offraient une certaine protection contre les attaques aériennes. Cependant, à l'intérieur de ce refuge, la réalité de l'effondrement du régime nazi était indéniable. Malgré son isolement croissant et la défaite imminente, Hitler s'accrochait à l'espoir d'un miracle. Cependant, à l'intérieur de son bunker, Hitler continuait de prendre des décisions qui reflétaient son déconnexion totale de la situation. Il donnait des ordres militaires et promouvait des stratégies qui manquaient de fondement, ignorant les recommandations de ses généraux et le contexte de la guerre.
L'atmosphère dans le Führerbunker devenait de plus en plus désespérée. Les quelques personnes qui l'accompagnaient encore, dont sa compagne Eva Braun et certains de ses officiers les plus proches, furent témoins d'un homme totalement dérangé. Lors de son dernier anniversaire, le 20 avril 1945, Hitler émergea brièvement pour décerner des croix de fer aux membres de la jeunesse hitlérienne. Mais la majeure partie de son temps fut consacrée à une rage constante, révisant des cartes et lançant des accusations à ses officiers qu'il voyait comme des traîtres. Alors que les forces soviétiques approchaient et que l'encerclement de Berlin se resserrait, Hitler se réfugia dans ses souvenirs, s'accrochant à l'espoir qu'un retournement de situation pourrait sauver l'Allemagne. Mais cet espoir était vain. Les nouvelles de la situation désastreuse à l'extérieur du bunker, ainsi que les rapports sur la chute de plusieurs villes allemandes, commencèrent à pénétrer son isolement. Cependant, son refus d'accepter la défaite et sa paranoïa croissante ne firent qu'aggraver sa confusion. Tout au long de ces derniers jours, Hitler resta dans son délire, rejetant toute suggestion de reddition. La réalité de sa défaite, ainsi que l'effondrement de son régime, n'arrivèrent pas à pénétrer son esprit. La dernière grande offensive pour sauver Berlin, encore une illusion, échoua misérablement, laissant le Führer face à la fin inévitable qu'il avait tant redoutée. Le Führerbunker, autrefois le centre du pouvoir du Troisième Reich, devint la scène de la chute d'un homme et d'un empire. La décomposition mentale de Hitler dans ses derniers jours. Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, la santé physique et mentale d'Adolf Hitler se détériorait à un rythme alarmant. À mesure que la défaite devenait inévitable, la pression sur le dirigeant nazi atteignait des niveaux insoutenables, aggravant sa condition déjà sévère. Lorsque les Alliés commencèrent à envahir Berlin, Hitler était piégé dans son bunker, entouré des ruines d'un régime en déclin. La combinaison d'une maladie physique débilitante, d'une consommation excessive de drogue et d'un esprit de plus en plus déconnecté de la réalité fit de ces derniers jours un portrait de désespoir et de folie. L'un des facteurs les plus significatifs de sa dégradation fut la maladie de Parkinson, qui affectait sa capacité à bouger normalement. Les tremblements dans ses mains et ses jambes étaient notoires, et sa démarche traînante devint un symbole de sa faiblesse grandissante. Sa posture voûtée et son manque de coordination motrice étaient également des signes évidents de son déclin physique. Cependant, les symptômes physiques n'étaient qu'une partie de l'image. La santé mentale d'Hitler, déjà affectée par des années de paranoïa et d'ego extrême, toucha le fond dans les derniers jours de la guerre. Hitler était sous les soins de son médecin personnel, Theodor Morell, qui lui administrait une combinaison de médicaments, y compris des amphétamines, des barbituriques et des opiacés, ce qui n'a fait qu'aggraver sa condition. L'abus de ces substances modifiait son jugement, le plongeant dans des états de délire et de paranoïa. À de nombreuses occasions, Hitler semblait complètement déconnecté de la réalité, prenant des décisions irrationnelles et ignorant les rapports de ses propres généraux, qui l'avertissaient de la défaite imminente. Ce mépris de la vérité et son obstination à nier la situation contribuaient à son isolement émotionnel et politique. À mesure que la situation empirait, Hitler sombra dans une profonde dépression. Non seulement il était confiné dans son bunker, mais il souffrait aussi d'insomnie sévère et d'anxiété constante. Il passait ses nuits à faire des promenades nerveuses et à revivre mentalement les premières années de sa montée au pouvoir, quand sa popularité et sa confiance étaient incommensurables. Cette nostalgie des temps meilleurs, combinée à son désespoir croissant, créait un cycle de désespoir qui le consumait lentement. Le cercle intérieur d'Hitler, composé principalement de ses plus fidèles partisans et sycophantes, n'a fait qu'exacerber sa déconnexion de la réalité. Craignant la colère du Führer, personne n'osait le confronter ni lui dire la vérité sur la situation militaire de l'Allemagne. Cela créait un environnement où ses décisions se reflétaient uniquement dans sa vision déformée du monde, le conduisant à commettre des erreurs militaires qui précipitèrent la chute du Troisième Reich. Des historiens comme Albert Scharr ont souligné que le manque de critique réelle d'Hitler et l'adoration constante contribuaient à sa folie croissante. À mesure que la guerre devenait plus désespérée, la pression montait, et le Führer était non seulement incapable de faire face à la défaite, mais, même dans ces moments les plus critiques, son ego l'empêchait d'envisager la reddition. Alors que le Troisième Reich s'effondrait autour de lui, Hitler restait enfermé dans son propre monde de délire
alimenté par un mélange de nostalgie, de paranoïa et de désespoir. Dans l'acte final de sa vie, Hitler abandonna toute espérance de rédemption ou de salut, devenant un homme complètement perdu dans son propre esprit, tandis que l'Allemagne s'effondrait devant les yeux du monde. Sa chute n'est pas seulement l'histoire d'un dictateur qui a perdu la guerre, mais aussi celle d'un homme dont la santé physique et mentale s'est effondrée en même temps, scellant son destin de manière tragique et irréversible. Hitler épouse Eva Braun, la dernière décision à la fin du Troisième Reich. Le 29 avril 1945, au milieu de la plus féroce bataille pour Berlin, avec les forces soviétiques à quelques mètres de la chancellerie du Reich, Adolf Hitler prit une décision inattendue et symbolique. Il épousa Eva Braun. En ce jour de désespoir, alors que la défaite était inévitable, le mariage était une manifestation de la loyauté indéfectible d'Eva et l'une des dernières actions du dictateur avant son destin tragique. La situation à Berlin était désastreuse. Les bombardements soviétiques s'intensifiaient et la ville s'effondrait sous le poids de l'offensive. Dans les rues près de la chancellerie du Reich, les soldats russes avançaient sans relâche, tandis qu'une poignée de soldats allemands tentaient de résister. La population civile, y compris des enfants et des personnes âgées, s'était jointe à la défense de la ville, combattant farouchement pour empêcher les troupes ennemies de capturer des femmes en tant que butin de guerre, un sort redouté par de nombreuses femmes allemandes aux mains de l'armée soviétique. Dans ce scénario apocalyptique, à 1h du matin, Hitler et Eva Braun, après des années d'une relation marquée par le secret et l'indifférence publique de Hitler, décidèrent de se marier. La cérémonie eut lieu dans le bunker de la chancellerie du Reich, avec le notaire Walter Wagner pour officiant et les quelques témoins disponibles, Joseph Goebbels, le ministre nazi de la propagande, et Martin Bormann, le secrétaire personnel d'Hitler. Le mariage, plus qu'un acte romantique, était un geste symbolique. Malgré la relation de longue date qu'ils avaient tout partagée, beaucoup dans le cercle intérieur d'Hitler furent surpris par cette décision soudaine. Hitler, connu pour son mépris envers Eva, ne lui avait jamais montré publiquement d'affection. En fait, pendant des années, il avait ridiculisé son rôle et l'avait maintenu dans l'ombre, loin de la vie politique. Cependant, Eva Braun avait toujours été prête à suivre son amant, même lorsque la situation se dégradait. Malgré les ordres d'Hitler de la garder en sécurité en dehors de Berlin, Eva était venue dans la capitale pour être avec lui dans ses derniers moments. Son amour pour Hitler était inébranlable, et elle décida de partager son destin, quelles que soient les circonstances. Hitler, pour sa part, valorisait profondément la loyauté, quelque chose qu'Eva lui avait constamment montré au fil des ans. C'est cette fidélité qui poussa le dictateur à récompenser son dévouement par un geste aussi marquant que de lui donner son nom. Peu après le mariage, à 2h du matin, Hitler rédigea son testament politique et personnel. Avec la secrétaire Traudl Jung comme témoin, Hitler nomma Karl Dönitz, grand amiral de la marine allemande, comme son successeur. Il donna à Martin Bormann la direction du parti nazi, le NSDAP. Dans son testament, Hitler précisa que son esprit était déjà tourné vers la mort imminente et la chute du Troisième Reich. Ses dernières actions n'étaient pas seulement des actes formels, mais reflétaient un profond désespoir, une vision d'un avenir où il n'y aurait plus de place pour lui ni pour ses idées. Avec une coupe de champagne en main pour sceller la cérémonie, Hitler prit congé de la vie avec un mélange de froideur et de fatalisme. Alors que la machine à écrire de sa secrétaire cliquetait dans le bunker claustrophobique, le Führer savait que son empire était sur le point de s'effondrer. Les échos de la guerre qu'il avait déclenchée résonnaient déjà comme un écho lointain, et la fin était inévitable. La loyauté d'Eva Braun, qui avait été témoin de sa montée et de sa chute, l'accompagnait jusqu'au dernier moment, sans regret, sans espoir. Ce jour-là, l'histoire de l'Allemagne et du monde s'écrivait dans les dernières pages du Troisième Reich. Hitler et Eva Braun, après une vie marquée par le pouvoir, le désespoir et le délire, se préparaient pour l'acte final. La fin du régime nazi était scellée et la chute du dictateur devenue inévitable. L'acte final, la mort d'Hitler et d'Eva Braun. Dans les premières heures du 30 avril 1945, le Führer Adolf Hitler et son épouse Eva Braun mirent fin à leur jour dans le bunker souterrain de la chancellerie du Reich, dans une Allemagne déjà dévastée par la Seconde Guerre mondiale. Avec Berlin sur le point de tomber sous le siège soviétique, Hitler,
qui avait combattu jusqu'au dernier moment, décida qu'il ne ferait pas face à l'humiliation d'être capturé par les ennemis de son régime. Quelques jours avant son 56e anniversaire, Hitler, de plus en plus isolé et paranoïaque, signa son dernier testament. Il y léguait sa vaste fortune à son parti et à sa femme, Eva, et donnait des instructions pour la préservation de sa collection d'art, qu'il espérait voir conservée dans un musée en Autriche. Durant ces derniers jours, la situation devenait de plus en plus désespérée. Le 29 avril, Hermann Göring, l'une des figures de proue du régime nazi, avait tenté de négocier avec les Alliés sans l'approbation d'Hitler, ce qui provoqua une fureur incontrôlable chez le Führer. En conséquence, Göring fut arrêté et démis de ses fonctions, signe clair de la chute définitive du système nazi. Le 30 avril, avec les forces soviétiques à quelques blocs de la chancellerie du Reich, Hitler et Braun se retirèrent dans leur suite privée après un dernier déjeuner. Vers 14h30, le majordome d'Hitler, qui se trouvait près de leur quartier, entendit un coup de feu. À 15h30, il entra dans la pièce et trouva les corps sans vie d'Hitler et d'Eva Braun. Hitler s'était tiré une balle dans la tête, tandis qu'Eva, fidèle jusqu'à la fin, s'était suicidée en ingérant une capsule de cyanure. Leurs corps furent rapidement évacués du bunker et brûlés dans le jardin, partiellement détruits par les bombardements, pour éviter que leurs restes ne tombent entre les mains de l'ennemi. Le testament d'Hitler, dicté lors de ses derniers moments, réaffirmait ses croyances idéologiques et ses accusations contre les Juifs qu'il tenait responsables de la guerre. En refusant d'être capturé ou exhibé comme un trophée de guerre, Hitler évitait le sort de son homologue italien, Benito Mussolini, qui avait été exécuté et dont le corps avait été publiquement exposé. Pour lui, le suicide était un moyen d'éviter l'humiliation et de présenter sa mort comme une dernière déclaration de résistance. Malgré les théories marginales suggérant que Hitler aurait pu échapper à Berlin, les témoignages des témoins oculaires et l'analyse médico-légale des restes retrouvés par les forces soviétiques ont confirmé sa mort. Les dossiers dentaires d'Hitler, comparés aux restes retrouvés, correspondaient parfaitement, écartant tout doute sur son suicide. Le 30 avril 1945 marqua définitivement la fin du régime nazi. L'homme qui avait cherché à dominer l'Europe et à détruire des millions de vies était mort, aux côtés de sa compagne de toute une vie, dans le même acte de désespoir et de déni qui avait marqué sa chute. Ainsi prit fin l'histoire de l'un des dictateurs les plus infâmes de l'histoire, qui choisit de mourir dans son bunker, ne se rendant jamais, mais ne réalisant jamais non plus ses rêves délirants de grandeur. Le verdict de l'histoire, le suicide d'Hitler et les théories de son évasion. La mort d'Adolf Hitler a fait l'objet de spéculations, de controverses et de théories du complot pendant des décennies. L'analyse des restes du Führer après son suicide dans le bunker de Berlin en avril 1945 fut entourée de secrets et sa gestion fut marquée par la confusion et les contradictions. Lorsque les forces soviétiques entrèrent dans la capitale allemande, le régime nazi s'effondrait et les derniers vestiges du Troisième Reich tombaient. La recherche des restes d'Hitler devint un processus rempli d'incertitudes et de manipulations. Le 1er mai 1945, les Soviétiques prenaient le contrôle du bunker où Hitler avait passé ses dernières heures. Dans les jours suivants, ils exhumèrent les corps partiellement brûlés d'Hitler et d'Eva Braun. Les autopsies effectuées dans un hôpital militaire soviétique confirmèrent que Hitler était mort des suites d'une blessure par balle à la tête et d'un empoisonnement au cyanure. Cependant, le manque de détails précis et le refus du gouvernement soviétique de révéler des informations sur la découverte alimentèrent des théories selon lesquelles Hitler aurait survécu et échappé à Berlin, un mythe qui persiste encore aujourd'hui. Bien que l'Union soviétique ait mis des années avant d'admettre publiquement qu'elle possédait des fragments du crâne et de la mâchoire d'Hitler, les détails de sa mort demeuraient flous. En 1968, Moscou reconnut enfin détenir ces restes, mais la ligne officielle du régime demeurait incertaine quant à la véracité des rapports. La situation prit un tournant en 1970, lorsque les Soviétiques permirent à des journalistes occidentaux d'examiner un fragment de crâne avec un trou de balle, supposé être la preuve de son suicide. Cependant, ce fragment s'avéra provenir d'une femme, et non d'Hitler, ce qui généra encore plus de doutes et de désinformation sur la mort du dictateur. Ce n'est qu'avec la chute de l'Union soviétique dans les années 1990
que les chercheurs occidentaux eurent accès aux archives russes. L'analyse des restes, comprenant des fragments des dents d'Hitler, confirma qu'ils correspondaient aux dossiers médicaux du dictateur. Le crâne, en revanche, appartenait à une femme, ce qui conduisit à la conclusion que certains des restes retrouvés étaient incorrects ou mal identifiés. Malgré cela, la plupart des preuves indiquent qu'Hitler s'est suicidé le 30 avril 1945, utilisant un pistolet et du cyanure, dans le cadre d'un pacte suicidaire avec sa femme, Eva Braun. Bien que des théories sur l'évasion d'Hitler persistent, les preuves scientifiques et les témoignages des personnes présentes dans le bunker réfutent cette possibilité. S'échapper d'une ville encerclée par les forces soviétiques était pratiquement impossible, et le mythe d'un Hitler en fuite s'effondre face aux faits. Les preuves médico-légales et les témoignages de ceux qui étaient avec lui durant ces derniers jours indiquent de manière concluante que le dictateur nazi est mort à Berlin, aux côtés de Braun, fermant ainsi le dernier chapitre du Troisième Reich. Cette énigme historique, alimentée par des théories du complot et des spéculations, perdure depuis plus de 70 ans. Mystère et mythe dans les médias, la mort d'Hitler au fil des décennies. La figure d'Adolf Hitler et sa mort dans le bunker de Berlin sont devenus l'un des sujets les plus discutés et manipulés dans les médias pendant plus de 75 ans. Dès les premiers jours après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les récits entourant sa mort ont été fortement influencés par les intérêts politiques de l'époque. Alors que les superpuissances de la guerre froide se livraient à une bataille idéologique, le sort d'Hitler est devenu un élément clé de la propagande, avec des récits contradictoires et des théories du complot qui persistent encore aujourd'hui. Immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la disparition d'Hitler devint un sujet central de la couverture médiatique. Tandis que les Alliés célébraient la victoire sur le Troisième Reich, les Soviétiques, qui étaient les premiers à atteindre le bunker d'Hitler, publièrent des rapports sur son suicide dont les détails restèrent secrets pendant des années. Les médias occidentaux, notamment les journaux américains et britanniques, soutinrent la version officielle de sa mort à Berlin, ce qui permettait de présenter un récit cohérent et fluide des derniers jours du dictateur. Cependant, les ennemis d'Hitler, notamment les pays vaincus par le régime nazi, alimentèrent la théorie selon laquelle le dictateur s'était échappé, semant la confusion et l'incertitude. Cette stratégie visait non seulement à désorienter le public, mais aussi à miner la crédibilité des autorités alliées et soviétiques en mettant en doute la véracité des rapports officiels. La guerre froide ajouta une nouvelle couche de complexité au mystère de la mort d'Hitler. Avec un monde divisé entre les blocs communistes et capitalistes, la disparition d'Hitler devint un sujet de propagande idéologique. Les soviétiques, en ne révélant pas tous les détails sur l'autopsie d'Hitler et les restes retrouvés, alimentèrent encore plus les doutes sur sa mort. Le fait que les autorités soviétiques gardèrent les dossiers secrets enflamma les théories d'une possible évasion d'Hitler vers l'Amérique du Sud, un récit qui gagna en popularité dans les années 1960. Au fil des années, des livres et des documentaires commencèrent à jouer avec l'idée qu'Hitler avait échappé à Berlin, plutôt que de se suicider. L'un des titres les plus influents de cette période fut Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler, qui présentait une histoire sensationnaliste selon laquelle le dictateur nazi aurait fui vers l'Argentine à bord d'un sous-marin, laissant derrière lui l'effondrement de son régime. Ces récits, bien qu'aucunement fondés sur des preuves fiables, capturèrent l'imagination du public, créant une histoire alternative qui persiste dans la conscience collective. Avec l'avènement d'Internet ces dernières décennies, la prolifération des théories sur la mort d'Hitler a atteint de nouveaux sommets. Les plateformes numériques, accessibles dans le monde entier, ont permis à n'importe quelle histoire, qu'elle soit bien documentée ou non, de se répandre facilement. Les forums, les blogs et les réseaux sociaux sont devenus des espaces où les versions les plus spéculatives et sensationnalistes du sort d'Hitler se mêlent aux faits historiques vérifiables. Les discussions en ligne sur les derniers jours d'Hitler, y compris l'analyse des restes retrouvés par les soviétiques, ont alimenté le révisionnisme historique. Beaucoup de ces théories reposent sur la réinterprétation de fragments de preuves, comme l'analyse de son crâne ou l'éventuelle évasion vers l'Amérique du Sud. Cependant, malgré la vaste quantité d'informations et de désinformations circulant sur Internet, les faits primordiaux sur la mort d'Hitler demeurent clairs.
Les témoignages des témoins oculaires dans le bunker, les rapports soviétiques et les preuves physiques, comme les dossiers dentaires, continuent de confirmer que le Führer s'est suicidé le 30 avril 1945. Malgré les nombreuses théories encore en circulation, les archives historiques restent la principale référence pour aborder le mystère de la mort d'Hitler. Le travail d'historiens comme Hugh Trevor Roper, qui a documenté les derniers jours d'Hitler dans son livre « The Last Days of Hitler », a consolidé la version du suicide dans le bunker comme la version officielle. Bien que de nombreuses théories du complot persistent, les preuves de la mort d'Hitler à Berlin en 1945 sont irréfutables. Et les tentatives de réécrire l'histoire ne font que refléter notre fascination pour les mythes et la morbidité entourant l'une des figures les plus sombres de l'histoire. Les médias, de la presse traditionnelle à l'ère numérique, ont joué un rôle crucial dans la construction et la perpétuation de ces histoires, certaines basées sur des faits, d'autres totalement fabriquées. Toutefois, les preuves documentaires et les témoignages directs restent la fondation qui renforce la version la plus logique et cohérente. Hitler est mort dans son bunker aux côtés d'Eva Braun, le 30 avril 1945, marquant la fin de son régime et l'effondrement du Troisième Reich. En fin de compte, malgré l'influence des médias et la perpétuation des mythes, l'histoire a le dernier mot. Hitler est mort dans son bunker aux côtés d'Eva Braun, le 30 avril 1945, marquant la fin de son régime et l'effondrement du Troisième Reich. En fin de compte, malgré l'influence des médias et la perpétuation des mythes, l'histoire a le dernier mot.